de ce qu'on appelle le suivi des accords de Matignon, dont nous sommes au cœur même du destin politique du peuple kanak, et beaucoup plus modestement, nous sommes au cœur même de notre initiative Kanaki Solidarité. Et je pense que la discussion que nous allons avoir avec eux nous permettra non seulement de mieux nous rendre compte de la situation là-bas, de mieux nous rendre compte des enjeux actuels, et en particulier de ce qu'ils pourront nous dire des entretiens qu'ils ont eus à Matignon et qui vont continuer. Et ça sera l'occasion pour nous, et nous nous réjouissons de nous retrouver déjà un bon nombre, de regarder un petit peu, de réfléchir ensemble, qu'est-ce que signifie le mot solidarité dans cette nouvelle période. La délégation n'est pas au complet, comme nous en apercevons. Nous remercions déjà ceux qui sont venus et d'autres amis kanak qui étaient également prévus, qui ont l'adresse, vont nous rejoindre bientôt, nous l'espérons. Avant de parler des problèmes de chez nous, je voudrais d'abord, comme la tradition le veut, vous remercier de cette invitation qui, vous savez, est très importante à la fois pour l'organisation que vous avez sur le plan de solidarité, et nous vous en remercions au nom de la délégation de Kanaki. Je voudrais tout d'abord aussi vous présenter ici le président François Burk, que certains parmi vous le connaissent, Madame Wagoun Eli dit Lucette, qui est chargée de la rédaction de notre bulletin d'information AKP, et puis moi-même, que les uns et les autres connaissent, Monique Riaï, pour vous dire que nous sommes très touchés à la fois et très émus de ce que nous pouvons ici parler aujourd'hui, même si nous ne devons pas oublier la mémoire de celui qui a été notre président, le président de notre gouvernement, qui est Jean-Marie, et qui aussi beaucoup parmi vous en souviennent. Et nous voulons simplement vous dire que nous attendons beaucoup de vous, comme nous avons toujours attendu du peuple français, d'une véritable solidarité sur le plan humain, d'une véritable solidarité sur les efforts que chacun fait, que ce soit à Kanaki, que ce soit ici. Et nous sommes aussi heureux de voir que vous êtes venus nombreux et que vous êtes vraiment là pour soutenir l'effort que nous voulons faire dans les discussions que nous avons déjà eues, comme celles qui viendront cette semaine. Et puis, je pense aussi que l'effort ne s'arrête pas là, qu'il va continuer. Et au nom de la délégation, au nom du président, merci beaucoup. En tant que chef de délégation, d'abord je m'excuse que les collègues ne soient pas arrivés. Tout à l'heure, je disais je crois, monsieur et madame Godin, que je rencontre pour la première fois. Je me trouvais l'autre jour devant l'immeuble administratif avec ma femme et puis une de mes filles. Puis devant cet immeuble, il y avait un kanak qui regardait sa montre. Et puis ma femme dit, tiens, un kanak qui regarde sa montre. Et ma fille qui était derrière dit, encore un qui a peur d'arriver à l'heure. Alors je m'excuse, mais enfin, je ne sais pas, on s'est dispersé aujourd'hui. C'est la première journée où on n'était pas ensemble. Chacun est parti de son bord. Et puis, bon, peut-être qu'ils sont à la recherche de la rue de l'Arbre, je crois. Moi, j'ai eu la chance d'avoir des gardiens qui m'ont conduit pendant que moi je dormais dans la voiture, alors pas de problème. Enfin, si nous sommes à Paris ce soir, c'est que nous avons été, comme vous l'avez vu, conduits par ce comité de suivi. Un comité de suivi qui s'est déroulé jeudi, vendredi à la rue Odino avec M. Le Pinsec, et puis qui s'est terminé hier avec M. Rocard, hier matin.
Bon, ce comité de suivi, ça n'était pas une resignature des accords de Matignon. Hein. C'était un peu... c'est un peu une rencontre pour se dire que il faut se revoir de temps en temps pour éviter les malentendus. Vous savez, chez nous, il y a beaucoup de... Enfin, il n'y a pas que chez nous, hein, c'est un peu partout, mais on raconte beaucoup de choses. Et quand on ne se voit pas, on en invente pour pouvoir alimenter les chroniques, la rumeur, et puis... Bon, il était important que l'on se rencontre, que les signataires des accords de Matignon se rencontrent et puis fassent le point sur ces accords et puis surtout leur mise en application. Il y a une chose, c'est que dans la note de synthèse de ces 2 jours de travaux, on a fait ajouter, ça c'est nous qui l'avons demandé, on a fait ajouter un petit point important, c'est que pendant ces accords, nous n'avons pas tout dit. Nous avons parlé de beaucoup de choses, mais il y a beaucoup de choses que nous aurions voulu soulever et nous n'avons pas tout dit. Enfin, vous poserez les questions tout à l'heure, on pourra en parler. Ce qui était le point le plus important pour nous, c'était évidemment l'amnistie. Et là, nous avons passé un pacte. Je dis bien un pacte avec le RPCR et le gouvernement. C'est de ne pas en parler en assemblée plénière pendant ces 2 jours de réunion du comité de suivi. Par contre, nous, et FLNKS, nous en avons parlé avec le gouvernement en réunion bilatérale. Et ce que nous avons dit, c'est que il faut que le gouvernement tienne sa parole. Et là, nous avons eu la promesse que le gouvernement tiendra sa parole. Demain soir, nous avons une réunion à Matignon sur ce sujet. On nous présentera un texte de loi que nous amènerons avec nous, qui sera présenté au comité consultatif dans les jours qui viennent. Après le comité consultatif, la procédure veut que ce soit présenté en Conseil d'État, en Conseil des ministres et au Parlement. Début, je crois que le Conseil des ministres est prévu pour le 8 novembre, et dans la semaine qui suit, déposé au Parlement, et que le texte de l'amnistie, la loi d'amnistie, soit voté avant le 15 décembre. Voilà le programme qui nous a été proposé. Enfin, je vous le dis ce soir parce que nos militants attendent cette loi avec impatience et nous l'avons rappelé que cette loi était pour nous une condition sine qua non pour que les accords de Matignon soient respectés, soient maintenus, disons. Voilà le point essentiel. Cette semaine, nous avons des rencontres, surtout au niveau des provinces, avec les ministères pour les contrats de plan. Il n'y a pas eu grand-chose de nouveau. C'est simplement pour une réunion pour se rappeler qu'il y a eu les accords de Matignon et que maintenant il faut que ces accords deviennent effectifs et qu'il y a encore beaucoup de choses à régler. Ce que je voudrais dire avant de laisser peut-être les questions, c'est que depuis 467 jours, il faut dire que ces accords ont progressé, ont été de plus en plus compris par la population, mais que les mentalités n'ont pas changé. Ok, maintenant, les Kanaks nous laissent aller faire un coup de chasse en brousse, on peut passer tranquillement, mais les Kanaks sont toujours aussi cons qu'avant. Voilà les mentalités, c'est ça n'a pas changé.
Alors je pense que, je vous traduis brutalement mon sentiment, et je sais pas, les questions après permettront peut-être de clarifier un certain nombre de choses. Comme le communiqué, je ne prétends pas avoir été exhaustif. Merci. Ce qu'on sait au mois de mai, alors, on a dit, bon, c'est l'accroissement des contradictions au sein des Kanaks, c'est une fuite en avant d'une partie du mouvement organisé Kanak. Donc c'est l'agrandissement de failles au sein du mouvement. Alors qu'en est-il maintenant, hein? Est-ce que... 467 jours, moi j'ai pas fait le compte, mais j'imagine qu'il est exact, depuis les accords. Il y en a eu 365, ou à peu près, qui était la période, disons, transitoire d'administration directe. Vous êtes venu pour le comité du suivi. Est-ce qu'on pourrait avoir des 2-3 idées principales, disons, qui se dégagent du bilan que vous tirez de la période d'administration directe? Je ne parle pas de la période de mise en place des provinces qui a suivi le 14 juillet, mais disons toute cette période, quelles sont les principales observations, constatations que vous avez faites sur cette période? Par rapport justement aux accords Matignon, toute l'autre partie de la population, les Wallisiens, enfin, pas les Wallisiens, les Wallisiens, oui, et tous ceux qui ne sont ni Kanaks, ni blancs, les émigrés, les émigrés, oui, de... Mais il y a une grande chose qu'il ne faut pas que l'on oublie ici, c'est que nous nous trouvons face à une phase de révolution de mentalité qui doit nous entraîner forcément vers des modifications de notre système de conception dans ce qu'on va faire dans les jours prochains. Lorsque nous avons signé les accords de Matignon il y a 467 jours, comme vous a été précisé tout à l'heure, il y a effectivement ce problème qui a été posé. Les gens n'ont pas compris pourquoi on a voulu aboutir à cet accord de Matignon, quelles sont les causes qui nous ont amenés à agir ainsi et surtout vers quelle politique, à part celle que nous avons l'habitude pendant longtemps de faire, c'est-à-dire une politique à la fois d'abandon et non pas de remise en cause de nous-mêmes dans ce qui est de la modernité aujourd'hui, dans ce qui est de la technique, dans ce qui est la remise en valeur de nos valeurs propres et des traditions chez nous. Je pense que tout ça nous amène à dire que effectivement, dans les différentes compositions de nos groupes, non pas seulement qu'il y a des incompréhensions, où il y a des différentes vues, mais effectivement, nous avons beaucoup à faire pour que nous nous comprenions d'abord en tant que nous-mêmes, et puis que nous comprenions aussi et que nous nous mettions ensemble un jour à penser qu'effectivement, nous avons choisi ce cap, nous devons aller vers ce cap. C'est un travail énorme à faire. Nous sommes amenés à nous investir dans les provinces. Bon, là aussi, comme vous a été précisé, les discussions que nous avons avec les différents ministères, et cette semaine encore avec le ministère technique, nous laisse quelquefois perplexes quant aux réponses qui nous ont été données, parce que nous avons l'impression qu'on veut ça, on ne nous donne presque pas ce qu'on demande, mais on veut que l'on fasse comme ça. Et c'est souvent ce qui fait les grandes divergences chez nous. Et ça, il ne faut pas oublier que nous sommes aussi un peuple qui maintenant va évoluer très vite, et ces choses-là doivent mériter aussi de notre part beaucoup de réflexion et de méditation. Ceci dit, effectivement, il y a des problèmes. Ces problèmes, nous pensons pouvoir les régler, mais nous pensons aussi pouvoir les régler avec vous dans le cadre de la solidarité, c'est-à-dire
que vos interventions, que vos démarches, vous, peuple français, auprès du gouvernement français, du gouvernement de la France coloniale, ne peut être efficace que dans la mesure où vous nous aideriez à dire constamment au gouvernement que voilà ce qui a été dit, voilà ce qui a été promis, voilà ce qui a été signé, que vous êtes aussi demandeur des comptes vis-à-vis de l'État français. Mais ceci dit, nous avons encore beaucoup à faire. Nous espérons que dans les prochains comités, président, nous vous dirons autre chose que ce que nous constatons aujourd'hui. C'est pour répondre en partie à la première question qui a été posée. Peut-être que ce n'est pas satisfaisant, mais c'est déjà en partie. Ça, vous savez, quand on débarque à Roissy, on prend les journaux français, on s'aperçoit que au sein de l'opposition, par exemple, c'est un peu, excusez-moi l'expression, c'est un peu le bordel. On s'aperçoit qu'au sein du Parti socialiste, il y a des courants divergents et les gens, ils se tapent sur la gueule, excusez-moi l'expression. Alors, quand on nous dit que le FLNKS, il y a des gens il y a des divergences, il y a tout ça. C'est normal, les divergences. Nous formons un front, et un front où les sensibilités ne sont pas les mêmes. C'est normal qu'il y ait des divergences. Je crois que je dis pas ça pour excuser les divergences. Mais quand moi je débarque à Roissy, et quand on me dit dans la Croix du Nord, il y a des articles sur les voitures, ces leaders du FLNKS ont été élus, ils ont des grosses bagnoles. Quand on fait une réunion hier soir à Paris et qu'on entend des jeunes Kanaks qui disent comme ça y est, vous avez déjà tout bouffé les sous, vous revenez encore pour réclamer des sous au gouvernement. Moi, je me dis, il y en a qui ont intérêt à faire courir un tas de bruit. Il y en a qui ont intérêt à faire courir ces rumeurs. Prenez le Paris Match, paru après la mort de Jean-Marie Tjibaou et de Yewene. On a fait courir un tas de bruit. Et moi je dis, le nombre de camions possédés par Jean-Marie Tjibaou, il a varié entre 8 et 24 camions au moins. Et en soi, s'il avait eu 24 camions, qu'est-ce qu'on aurait pu lui reprocher? Et quand dedans on dit qu'il y a un jeune Kanak avec des rastas qui est venu, il était en claquette et qui vient dans une agence de voitures de marque allemande et puis qui demande s'il y avait des voitures disponibles, bon, et qui le lendemain revient avec, je sais pas, il signe un chèque de la région de M. Tjibaou, qui prend 5 voitures comme ça. Non mais il faut être farfelu pour raconter des trucs comme ça. Et ça c'est dans des journaux sérieux, comme Paris Match, comme... Enfin, excusez-moi, mais enfin, alors, nous dans l'avenir qu'on a fait sortir, après on a repris cet article de Paris Match. Et puis on a le titre de notre article. On a dit, si Tjibaou et Yewene sont morts pour ces conneries, eh bien c'est que l'indépendance, ça ne pisse pas haut. Et ça, on l'a écrit pour nos militants.
Alors, je crois que c'était pour répondre à ces rumeurs de... C'est vrai entre l'UC, puis le PALICA, l'UPM, il y a des frictions. C'est vrai qu'il n'y a pas les mêmes manières de voir les choses. Mais je pense qu'il faut avoir ces sensibilités différentes pour que le front soit un front réel. Et je crois que ça, c'est important. Maintenant, je dis ça parce que c'est pour dire un peu qu'il y a des... Même dans le monde, hein, même dans le monde qui se prétend un journal sérieux, il y a pas mal de conneries qui sont dites. Excusez mon langage, hein, parce que des fois, c'est plus facile d'être tué par un Kanak que des Kanaks soient tués par un Kanak. Mais quels sont les types qui sont derrière? Enfin, voilà la vraie question. Quels sont ceux qui profitent des situations pour tirer les ficelles derrière? Quels sont ceux qui font courir ce genre de bruit? Je crois que c'est la question qu'il faut nous poser. Il y a l'enquête du parquet. Mais nous, en tant que parti politique aussi, nous menons notre enquête. Nous n'avons pas de réponse. Mais on cherche toujours. Comme on cherche encore qui a donné l'ordre d'exécuter Éloi Machou, qui a tué Pierre de Clercq, qui a fait tuer Pierre de Clercq. Nous n'allons pas accuser ce soir, mon rôle n'est pas là, mais nous avons à nous poser certaines questions. Je crois que c'est important. Alors, si vous voulez, on a parlé aussi de l'office foncier. L'office foncier, bon, le Monde a publié ce rapport Asselineau, là, qui était un des 3 inspecteurs venus enquêter sur la DRAF. Et puis l'AKP, RFO, parce que je vois qu'il y a RFO aussi là-bas derrière. RFO en Calédonie, Radio Djido, qui est Radio Kanaki, ont tous eu communication de ce rapport avec une lettre non signée. Enfin, eux, ils ont fait leur travail, ils ont publié ce rapport. La première question, c'était la situation territoriale, la question foncière. Tout ce qu'il y a dans ce rapport, nous le savions, nous l'avions dénoncé avant. Et je pense que, bon, l'AKP vous recevrez, ceux qui sont abonnés à l'AKP, recevront les commentaires faits par l'AKP, qui est une bonne présentation de ce rapport. Mais en fait, et nous, FLNKS, nous n'avons rien dit. Nous n'avons rien dit parce qu'on a déjà dénoncé ces rapports, avant les accords de Matignon. Mais si les gens sont arrivés à un tel point, il faut se mettre dans le contexte de la création de la DRAF par le gouvernement Ponce et la droite en 86. Et toute leur politique qui allait à l'encontre de la mise en place des provinces, des régions, mises en place elles-mêmes par Pisani. Ils ont cru qu'ils avaient le gouvernement et puis qu'après les présidentielles, ils auraient encore 7 ans et puis que c'en était fini du peuple kanak. Que c'en était fini. Et toute la politique menée par la DRAF de cette époque, ça a été pour dire, les Kanaks, c'est fini dans quelques années, on n'en parle plus. Et ils étaient sûrs de leur coup, les mecs. Et ils se sont permis un certain nombre de choses.
c'est quand on voit ce rapport à Céline ou les 3 autres rapports, parce que nous, on a eu communication aussi de ces rapports. Souvent, nous ne sommes pas la presse, on n'a pas publié ces rapports. Mais c'est se dire, on a tous les droits, tous les pouvoirs, on peut tout se permettre, parce qu'avant ça, le gouvernement aussi avait envoyé des inspecteurs pour inspecter sur un certain nombre de choses qui se sont passées chez nous. Et à chaque fois, il y a eu impunité. Il y a eu un rapport. Le gouvernement français a envoyé un inspecteur pour inspecter les travaux publics. Et c'est avant 86. Après 81, je ne sais pas qui était au pouvoir à cette époque. Sur une route faite à marée. Attendez, le président de la province des îles, il est de Marée. Et c'est un monsieur qui travaille au TP. Pourquoi vous le certifier? Cette route a été faite, c'est la route du relais de télévision. Cette route a été exécutée par le service des travaux publics. C'est-à-dire les gens du service. Et elle a été payée à une entreprise, l'entreprise Bernard. Pour le faire. Ces rapports ont été transmis tels que. Il n'y a jamais rien, aucune poursuite, jamais. Là, vous comprenez, quand vous voyez le rapport sur la DRAF, eh bien, c'est que les gens, il n'y avait plus de scrupules. Ils pouvaient y aller jusqu'au fond, jusqu'au bout. Ils auraient l'appui du gouvernement, quel qu'il soit. Surtout que la DRAF, c'était l'entreprise de recolonisation par excellence. Ils avaient l'appui du pouvoir en place à l'époque. Alors, moi j'enchaîne tout ça. Hein. Et vous savez, Ouvert. Je ne parle pas d'Ouvert 89, je parle d'Ouvert 88. Ouvert 88. Le massacre d'Ouvert. Ce sont ces gens de l'office foncier là. C'est eux qui ont poussé Bernard Ponce. Faut pas l'oublier, ça. Nous avons fait un communiqué après Ouvert. Oh, la presse française n'en a pas parlé. Mais où on a mis en cause Jacques Lafleur. On a expliqué le phénomène d'Ouvert. Et vous savez, la poignée de main après Matignon. Lafleur, il avait beaucoup à se faire pardonner. Moi, je dis ça parce que je ne l'ai pas admise, la poignée de main. Je l'ai admise après. Parce qu'il fallait considérer une situation. Et je pense que ça, il faut en avoir conscience pour comprendre la situation. C'est petit à petit qu'on a compris le sens de la poignée de main entre Jean-Marie et Jacques Lafleur. Mais il y avait tout un processus entre eux. Alors je crois que c'est... Je tenais à rappeler ça pour dire que si nous n'avons pas réagi au moment de cette publication de ce rapport sur le foncier, là, c'est pas parce que
On ne voulait pas réagir, mais on s'est dit, on va réagir pourquoi? Est-ce que ça va régler les problèmes? Je crois que c'est... Maintenant, je pense que il faut qu'on trouve quelques citoyens pour porter plainte, pour voir si la justice va aller jusqu'au bout, et puis voir si la justice sera capable de mettre cela sous le coup de l'article 80 qui amnistie ce genre d'opération. Enfin, c'est peut-être un des actes de solidarité qu'on peut demander aux Français. Alors, l'administration directe, c'est 14 juillet 88 à 14 juillet 89. Si vous voulez, notre bilan, c'est que ça a été la loi Ponce votée au premier tour, lors du premier tour de l'élection présidentielle, le 8 mai 88, n'a pas pu se mettre en application. Je crois que c'est quelque chose de positif sur ce plan-là. Maintenant, sur le plan des réalisations, le gouvernement a eu peur. A eu peur que les accords de Matignon soient cassés. Il a fallu ménager le RPCE. Il a fallu arranger avec le FLNKS pour pas qu'il y ait trop de... Alors, quand on a peur, on ne fait rien. 14 juillet 89 est arrivé, on n'a pas beaucoup avancé. Le seul point positif, je vous disais tout à l'heure, c'est que bon, le statut Ponce n'a pas pu se mettre en application. Voilà, enfin, c'est un bilan global. On arrive au 14 juillet 89. Normalement, l'administration directe aurait dû préparer la provincialisation. Eh bien, on se rend compte qu'il n'y a absolument rien de fait. Il faut tout reprendre à zéro. Et aujourd'hui, les provinces sont en train de se mettre en place, de discuter pour la décentralisation de l'administration, la mise en place de l'administration provinciale. Et en face, elle a une administration extrêmement jacobine qui ne veut pas changer ses manières de faire. Alors ça fait beaucoup de retard dans la mise en application de la provincialisation, qui nous pensons sera terminée sur papier, je dis bien sur papier, le 31 décembre 89, mais sera-t-elle effective au 1er janvier 90? On en parlera au 1er janvier 91, savoir si ça était efficace. Enfin, en gros, voilà, l'administration directe, pour nous, ça n'a pas amené grand-chose. Le positif, je vous dis, ça a été que la loi Ponce n'a pas pu se mettre en application. Je crois que c'est ça le point positif. Moi, il y a une dame tout à l'heure qui a été, je pense, vexée par mes propos. Choquée. Je pense que c'est... Ce que j'ai voulu traduire, c'est pas moi qui dis cela, c'est pour dire que les mentalités n'ont pas changé. Je crois que là, il y a un travail de longue haleine à faire, comme un peu ce que nous sommes venus dire à propos du... Enfin, avec ces journées de comité de suivi, lorsque dans le communiqué que nous avons publié avec Michel Rocard, on a tenu à mettre les choses dans le temps.
À Matignon, nous avons demandé un certain nombre de mesures de décolonisation. Nous avons bien tenu à dire que cette décolonisation n'a pas encore commencé. Ça n'est pas une réalité. Et quand j'ai dit cela tout à l'heure, la phrase que j'ai dit tout à l'heure, c'est pour dire que si elle n'a pas commencé encore dans la loi, dans la mise en application de la loi, dans les mentalités, c'est encore un travail plus lent, plus ardu. Et que les accords de Matignon ont peut-être amené la paix, la tranquillité pour un certain nombre de personnes, mais au point de vue des mentalités, je ne pense pas que les gens de la droite surtout aient accepté déjà l'indépendance kanak et la perspective qu'un jour les Kanaks retrouvent cette souveraineté. Je crois que là, il y a du pain sur la planche et nous sommes tous confrontés à ce travail. Si bien nous là-bas que vous ici. Je crois que c'est ce que j'ai voulu traduire tout à l'heure par, dans un langage choquant. Excusez-moi, mais c'est pas ce que j'avais compris. D'après ce que vous disiez, c'était les mentalités n'ont pas changé. Vous avez dit, je cite, hein, les Kanaks sont aussi cons qu'avant. C'est ça qui m'a choqué. Parce que est-ce que c'est eux qui doivent changer ou si c'est nous, colonialistes? Ça, c'est ce que pense un certain nombre de Caldoches, c'est ça. Ah bah oui, mais alors, je sais pas, j'ai mal compris. Oui, non, c'est ce que je sais. Le malentendu est éclairci. Est-ce qu'on a l'impression qu'il y a un changement d'orientation à la DRAF et que la redistribution des terres a marqué des avancées à nouveau et qu'il y a aussi une mise en place des moyens pour la mise en valeur de ces terres aussi? Ça, c'est la première question. Deuxième question, c'est concernant toujours la phase d'administration directe. Est-ce qu'il y a eu des changements significatifs au niveau du personnel administratif, c'est-à-dire un certain nombre de fonctionnaires de l'administration à Nouméa qui, c'est pas un secret, bloquaient toute évolution? Est-ce qu'il y a eu des changements susceptibles de débloquer un certain nombre de choses? Au niveau du quotidien et très près des gens dans les villes, dans les banlieues, je sais pas, ou dans la brousse, est-ce que les accords de Matignon n'ont tout de même pas permis, hein, c'est une question que je pose, hein, un rapprochement entre certains Kanaks et certains Caldoches? Est-ce qu'il n'y a aucun progrès constaté à ce niveau-là? Ou est-ce qu'il y a eu quand même des petites avancées aussi, disons des avancées un petit peu au ras des marguerites, quoi? Que la DRAF n'est plus un institut territorial. Si les bavures ont pu être faites, c'est que la DRAF a eu tous les pouvoirs et que c'était un institut territorial entre les mains de la droite au pouvoir dans le pays. Mais que la DRAF est redevenue alors avec la loi référendaire, est redevenue un institut public d'État. Je pense que ça, c'est un point important. Et ce qu'il y a, c'est que, bon, on a arrêté la politique désastreuse de la DRAF a été stoppée. Nous ne sommes pas d'accord sur un décret d'application sur la DRAF où il lui donne encore une compétence en matière de développement. Mais tout a été stoppé en matière de politique foncière, tout a été stoppé. Le délégué est quand même revenu sur un certain nombre de décisions prises par l'ancienne ADRAF pour les annuler. Il y a eu quand même un certain nombre de points positifs que nous devons reconnaître. Et il y a à l'heure actuelle un nouveau conseil d'administration. Et dans le comité de suivi, il est demandé qu'il y ait au moins dans l'année qui vient, jusqu'au fin 90, qu'il y ait au moins 30 000 hectares sur les 60 000 détenus par la DRAF, 30 000 hectares de redistribuer et en priorité aux revendications claniques. Et qu'un certain nombre de distributions qui avaient été faites déjà par l'ancien office foncier
soient régularisés. Je prends un exemple. On a des terrains attribués par l'office foncier, c'est-à-dire avant la DRAF, avant 86, à des clans qui ne sont encore pas des clans qui n'ont aucun titre de propriété et qui par conséquent pour le développement ne peuvent pas emprunter, sont bloqués alors que ces situations soient réglées le plus vite possible. Ça, nous l'avons demandé lors de ce comité de suivi. Et là, nous pensons que la DRAF, disant nouvelle manière, en matière foncière, sera beaucoup plus attentive à la revendication kanak. Et que on a demandé aussi que cette redistribution des terres ne soit pas une redistribution de petits pains. Enfin, je dis ça par rapport à une question qui a été posée concernant la notion de clan. La notion de clan et de propriété individuelle. Je crois qu'on a demandé que soient toujours entendues les collectivités qui sont revendicatrices de terre, que ces collectivités soient écoutées et que ce ne soit pas le pouvoir central, le gouvernement, qui décide des modalités d'attribution de ces terres à des individus ou d'autres collectivités si les personnes ne sont pas entendues. Alors, ce qu'il faut dire, c'est qu'il y a une question qui a été posée aussi. Est-ce que dans l'administration, il y a eu... les hommes ont changé? Bon, là, il faut dire que... Si, il y a eu des hommes qui ont changé, mais ça n'a pas été facile. Mais il y en a qui sont encore en place. Il y en a qu'on ne peut pas déboulonner. On a deux de nos avocats, là, par exemple, qui vous diront qu'on a un magistrat, je ne sais pas s'il est au Front National, mais c'est l'homme le plus raciste qu'on ait trouvé au monde. Il est là depuis 25 ans. C'est lui qui juge des dossiers d'indemnisation. Il est toujours au tribunal, il siège. Et quand il parle ex cathedra. Et il ne se cache plus maintenant pour... Par exemple, dans les dossiers d'indemnisation, il vous dit carrément, bon, c'est un dossier, ça concerne les Européens, oui, il devait avoir du bien. Ok. Bon, c'est un kanak, oh, il n'avait presque rien, c'est bon, ça peut diminuer. Il ne se cache même plus. Bon, c'est un monsieur que personne ne peut déboulonner. Je me demande si Dieu a encore quelques pouvoirs. Enfin, Dieu, entendons-nous, le Dieu français, que vous connaissez. Bon, j'ai pris cet exemple, mais alors, au niveau de l'administration, nous, on était étonnés que ce soit toujours le même monsieur, un certain monsieur Soula, qui avait sévi du temps de Ponce, de M. Montpezat et autres, qui soit encore là, chef de cabinet du haut-commissaire pendant l'administration directe. Enfin, ils viennent partir, c'est déjà pas mal. Hein, pas pour vous dire le nombre de... Enfin, je vois des messieurs là-bas qui ont subi l'essor de l'administration, je m'aperçois derrière, pourraient sur ce plan vous dire les choses mieux que moi. Hein. Comme je ne suis pas de l'administration et pas copain avec les mecs de l'administration, alors ils vous diront les choses mieux que moi. Alors, je crois que, bon, la question aussi qui a été posée, c'est, bon, il y a eu quand même un certain nombre de petites choses de réaliser depuis les accords Matignon. Bon, le fait que... Je prends un simple exemple, c'est... On prend le journal, les nouvelles calédoniennes, par exemple. Vous savez, avant les accords de Matignon, il y avait
jamais on aurait pu, nous, écrire quelque chose dans les nouvelles. Or, les nouvelles, c'est le seul journal qui passe là-bas et qui est diffusé partout, que tout le monde lit et que tout le monde prend comme la Bible. Et bien, depuis les accords de Matignon, ils ont quand même accepté que nous, de temps en temps, nous puissions avoir une opinion à nous. Ce sont des petites choses, mais qui sont importantes. Bon, je lui donne le journal, les nouvelles, je crois. RFO a fait beaucoup de progrès, mais je crois qu'il y en a encore beaucoup à faire. Ce qui nous fatigue, c'est un langage faux. Ça y est, la paix est revenue, la fraternité est revenue. C'est pas vrai. Il n'y a pas de fraternité. Non, peut-être qu'on ne s'insulte plus, qu'on se respecte, mais il n'y a pas de fraternité. Alors, c'est ce que je reproche à RFO. Tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, il n'y a jamais eu de problème entre nous. Bon, enfin, il y a une évolution quand même. Hein. Enfin, je vous dis ça pour qu'on ne désespère pas trop, quoi. Je prends un exemple, parce que y a le monsieur qui a parlé de la DRAF, il est là derrière, un jour, sur RFO. C'était un truc très bien. Tu veux te lever, voilà. Enfin, c'est toujours pour excuser ce qui s'est passé avant, excuser la droite et autres. Enfin, je ne veux pas vous dire toute la... Vous crachez tout ce que j'ai sur le cœur contre RFO, parce que enfin, il n'y a personne de RFO, ça va, hormis notre collègue là. Non, c'est pour dire, il y a eu quand même un certain nombre de petits signes qui montrent que les choses ont changé. Mais c'est un peu le langage de l'ordre public revenu. L'administration, elle, parle de l'ordre public revenu. Et nous on s'en fout pas mal de l'ordre public du gouvernement. Bon, vous l'avez tous reconnu, hein, c'est M. Joréguier. C'est l'homme qui regardait sa montre devant. Je ne sais pas si j'ai répondu. Oui, allez-y. Il y avait encore une petite question sur les émigrés du Pacifique qu'il ne faut pas peut-être laisser en route. Puis ensuite, on reprendra la discussion générale. Les Wallisiens, Tahitiens et autres immigrés du pays du Pacifique. Après, nous allons partir. On va vous laisser Léopold avec vous. Sur les émigrés. Nous, ce que nous avons dit, et si je reprendrai une phrase de Jean-Marie Tjibaou, le samedi avant sa mort, nous étions en comité directeur à Pointe-Dimier, et dans ses propos, il disait ceci: nous, il faut présenter une indépendance viable. Il nous faut convaincre. Et le convaincre s'adressait ici au convaincre les non-Kanaks. Pour qu'en 1998, ils soient convaincus que l'indépendance kanak est la solution pour ce pays. Lorsque les provinces, il y a eu les élections provinciales, les Wallisiens ont présenté une liste typiquement wallisienne, qui s'appelle l'Union océanienne. Ils ont obtenu dans la province sud 2 élus.
C'est une victoire qui évidemment a été très mal vue par la droite, mais que nous avons salué. Et nous avons salué parce que nous disions que, enfin, nous étions fiers de saluer cette victoire, parce que, disons, c'est une revendication de dignité de ces Wallisiens qui refusent d'être de la chair à canon pour la droite, qui refusent d'être comment tu dis ? Des miliciens, ça, la chair à canon de la droite, et puis qui refusent surtout de servir de paravent, et puis qui refusent leur statut de coloniser par rapport à cette droite qui les exploite. Mais nous leur avons dit, après, parce que comme ils étaient tout seuls, un peu rejetés, nous leur avons dit, surtout ne vous jetez pas dans les bras du RPCR, parce que sinon, là, vous perdez tout le crédit que vous avez gagné pendant ces élections. Mais on leur a aussi dit, surtout ne venez pas avec le FLNKS. Mais soyez vous-même. Soyez vous-même dans votre revendication. Et nous, on est prêts à vous soutenir, on est prêts à vous aider. Évidemment, là, nous, on joue un peu notre bateau pour l'indépendance. Mais enfin, c'est une manière de vous dire comment nous voyons ces relations avec ceux qui ne sont pas Kanaks et qui sont immigrés aussi, comme les Wallisiens, comme les autres. Nous disons, il faut qu'eux aussi conquièrent leur dignité et puis se rendre compte que nous, on se bat pour une question de dignité et de souveraineté aussi d'un peuple, le peuple kanak. Je vais essayer de traduire un peu la question. Bon, je pense que là, il y a, je vous dis, cette réussite de l'Union océanienne, là, qui a eu 2 élus, pour nous, c'est un signe d'espoir. C'est un signe que les gens comprennent qu'eux sont du Pacifique et qu'ils ont à défendre une culture et à défendre aussi peut-être une région qui nous dit à nous que le Pacifique, ça n'est pas l'Atlantique. Donc c'est important. L'Union calédonienne que tu présides en particulier est accusée d'avoir une volonté hégémonique dans le cadre des accords de Matignon. Il semble, toujours selon les informations d'ici, et donc à prendre avec des pincettes, que les comités de lutte à la base du FLNKS sont en sommeil. Et enfin, il n'y a toujours pas de date et pas d'informations précises quant à la convocation d'un congrès du FLNKS. Alors voilà, ma question est toute simple. Si les groupes de pression existent bien toujours, si la revendication indépendantiste est toujours là, si la communauté kanak est toujours bien vivante, qu'est-ce qu'il est devenu de l'organe central et fédérateur et mobilisateur du peuple kanak? À partir du moment où on est 2, on est obligé d'être différent. Ça, c'est clair pour tout le monde. On ne peut pas penser la même chose à partir du moment où on est 2. Le FLNKS, c'est le rassemblement de groupes de pression. Nous, on appelle ça des groupes de pression, qui ont un objectif commun et qui ont fait le consensus pour essayer d'atteindre cet objectif. Chacun ayant sa façon de voir les choses, sa façon d'interpréter la manière d'atteindre l'objectif. Ça, c'est clair pour tout le monde. Le FLNKS existe-t-il aujourd'hui? Il y a une charte. Nous avons
établi une charte que nous avons signée. Et cette charte reste encore valable aujourd'hui. Tous les groupes de pression qui ont signé cette charte font toujours partie du FLNKS aujourd'hui. Mais il est évident que à partir du moment où il y a des conflits à l'intérieur du FLNKS, ça veut dire que le FLNKS est vivant. Ça veut dire que la lutte continue et que le FLNKS est vivant parce qu'il y a des gens qui ne sont pas d'accord sur la manière d'avancer parce qu'on n'interprète pas les choses de la même manière. Mais jusqu'à présent, tous les gens qui sont signataires de la charte du FLNKS font toujours partie du FLNKS. Que ce soit l'Union calédonienne, le PALICA, le FUL, le PSK ou les autres groupes de pression qui ont signé la charte, jusqu'à nouvel ordre, ils font toujours partie du FLNKS. Il y a toujours des divergences. Je pense qu'ici, c'est le Parti socialiste qui gouverne. Président de la République, Premier ministre, mais ça ne veut pas dire que tout le monde sont d'accord. Il y a des divergences ici. Il y a la tendance Morois, il y a la tendance Fabius. Mais ça, c'est normal. Ça veut dire que le Parti socialiste est vivant. Et chez nous, c'est pareil, le FLNKS, c'est un rassemblement de groupes de pression qui ont un objectif commun. Souvent, il y a des problèmes, mais c'est normal qu'il y a des problèmes. S'il n'y a plus de problèmes, ça veut dire qu'il faut arrêter. Tout va bien, il faut arrêter la lutte. Donc s'il y a des problèmes, ça veut dire que le FLNKS est vivant et qu'il continue à mener la lutte. Aujourd'hui, nous sommes dans une situation à chaque fois, on adopte une stratégie par rapport au rapport de force qui est devant nous. Il y a un moment donné où on a choisi de faire pression sur le terrain par rapport à la position du gouvernement. Aujourd'hui, nous avons choisi de signer les accords de Matignon. Et les accords de Matignon, ça ne veut pas dire que nous avons renoncé à nos convictions politiques. Nous, l'objectif, nous avons signé pour l'indépendance, la Fleur a signé pour rester français, le gouvernement français a signé pour maintenir la présence française dans le Pacifique et sauvegarder les intérêts de la France dans le Pacifique. Nous avons signé pour l'indépendance. La négociation, quand on vient négocier, c'est clair, on est 2 partenaires ou 3 partenaires, chacun vient négocier pour défendre ses intérêts. Ce n'est pas parce que le gouvernement a signé avec nous que nous allons dire aujourd'hui, bon, mais ça va, ils sont gentils, les Français, on va avoir l'indépendance. La France a signé pour sauvegarder les intérêts. Le gouvernement français a signé pour ça. Nous avons choisi, la stratégie que nous avons choisie aujourd'hui, c'est profiter de ce laps de temps, 10 ans. Mais pour nous, 98, c'est l'indépendance pour nous, c'est pas autre chose, c'est l'indépendance. Et quelles que soient les difficultés que l'on rencontre aujourd'hui au sein du FLNKS, quelles que soient les difficultés, la question que l'on se pose aujourd'hui au FLNKS, c'est-à-dire quelles que soient les difficultés, comment on fait pour être indépendant en 98. Et l'indépendance pour nous, c'est préparer l'interdépendance avec les pays avec qui on aura signé les accords de coopération ou les contrats après l'indépendance. Mais les contrats ou les accords de coopération, pour nous, ça se signe entre pays indépendants. Alors, il y a des difficultés au FLNKS, mais je l'ai déjà dit hier aux étudiants,
on ne pose pas la question aujourd'hui pour se demander si on va avoir l'indépendance ou pas en 98. La question que l'on se pose aujourd'hui au sein du FLNKS, avec les difficultés que l'on a, la question, c'est de savoir comment on fait ensemble pour atteindre cet objectif. Mais il y aura toujours des difficultés. Vous savez, pas loin de chez vous, les Afghans, quand on a un ennemi commun, on s'entend pour combattre l'ennemi, mais quand l'ennemi n'est plus là, on se bat entre nous pour savoir qui c'est qui va prendre la tête. C'est ce qui se passe aujourd'hui avec les Afghans. Les Russes sont dehors, ils sont en train de s'entretuer pour savoir qui c'est qui. Ça se passe comme ça. Ça se passe dans les pays africains, ça se passe partout. Cette période d'administration directe avait pour particularité qu'on gelait la situation et c'était l'État qui administrait la totalité des choses. Alors la question que je voulais poser, c'est est-ce que la combinaison de ces deux éléments, la nécessité de convaincre d'un côté, et de l'autre côté, le fait de ne pas avoir de levier, de ne pas avoir de moyens d'intervention véritables sur la situation, puisque c'était l'État et l'État seul qui les avait, est-ce que ça n'explique pas en partie, ce qui quand même est visible, c'est une certaine aggravation des contradictions au sein du FNKS. Parce que qu'il y ait des contradictions est une chose, il y en a toujours et c'est la vie, c'est la vie. Bon, ce qui est quand même frappant, et je crois que la question qui était posée par Jean-Paul Besset, c'est sur l'acuité de ces contradictions, dont évidemment une des manifestations a été le drame du mois de mai, mais qui se traduit aussi par d'autres éléments, moins spectaculaires, mais également importants. Donc, ce que nous, on essaye de comprendre ici, c'est quels sont les facteurs qui expliquent une certaine aggravation pendant cette année qui vient de s'écouler. La lutte, ce que je disais tout à l'heure, il y a des stratégies qu'on adopte à un certain moment, mais il y a la vie quotidienne. Il y a les enfants, il faut qu'ils aillent à l'école, il y a les communes, il faut que les communes fonctionnent, les gens, il y a les gens qui sont malades, il faut qu'ils aillent à l'hôpital pour se faire soigner. Je dis, soit on arrête tout ça et on mène la lutte armée pour avoir son indépendance, soit on dit, on avance en gérant la vie quotidienne des gens. Nous, on fait partie des gens qui gèrent cette vie quotidienne dans les communes, dans les municipalités, pendant l'administration directe, en participant au comité consultatif. Et il y a des gens qui font des discours, mais qui ne gèrent pas la vie quotidienne des gens. C'est facile de faire des discours pour dire nous on veut ça tout de suite, nous on veut ça. Mais pendant ce temps-là, il faut que les gens ils cassent la croûte aussi. Il faut que les gens ils envoient leurs gosses. Bon. C'est comme ça partout, il y a toujours des gens. Bon. Ces gens-là aussi peuvent être manipulés par le gouvernement. Quand je dis tout à l'heure que quand on négocie à 2 ou à 3, chacun vient toujours pour défendre ses intérêts. Et des gens qui se trouvent dans cette situation où on est là que pour faire des discours sans se rendre compte de ce que c'est que la gestion de la vie quotidienne des gens. Je ne dis pas que le gouvernement français, je dis mais on arrive toujours à utiliser ces gens-là pour diviser, pour mieux régner. Il y a ce facteur qu'il faut prendre en compte. Bon, le gouvernement, c'était l'administration directe. C'est nous qui l'avons demandé, 1 an d'administration directe. Les choses n'ont pas tellement avancé, malgré qu'il y a eu des projets qui se sont mis en place pendant ce temps-là. Mais il y a des gens de chez nous aussi qui pour une question de principe, sont restés en retrait par rapport à la signature des accords. Pour des questions de principe. Et qui ont continué aussi à travers des discours, à travers des slogans, à entraîner avec eux des jeunes. Et que le gouvernement n'a pas hésité aussi à utiliser. Alors 92, c'est grosso modo dans 3 ans, même un peu moins maintenant.
Ma question, c'est qu'est-ce que représente cette échéance pour vous? Quelle importance lui accordez-vous? Voilà. Non pas de faire le bilan du RPCR ou le bilan du gouvernement, faire d'abord notre bilan. Je crois que ça c'est quelque chose que nous avons déjà dit et qui est important pour nous. Sinon on va arriver en 98, si en 92 on n'a pas commencé, en 98 on n'aura rien fait. Je crois que la question est là. Mais je crois que 92, c'est... Disons que c'est avant 93. Je crois que c'est un point important. On nous demandait, lorsque nous sommes arrivés, on nous a dit Rocard, il n'en a plus pour longtemps au gouvernement. Si c'est un autre Premier ministre, comment les choses vont se passer? Nous disons aussi, si en 93 la droite revient au pouvoir, est-ce que la loi référendaire va tenir la route? Est-ce que les accords de Matignon vont encore... Alors je pense que 92 pour nous est important pour un bilan avant ces élections. 93 c'est aussi l'Europe. Et nous dans la sauce Europe, comment les Français vont nous manger? Je crois que beaucoup d'interrogations se posent pour nous. Et je crois que il ne faut pas attendre 92, c'est maintenant. Nous, comment nous allons nous engager les provinces et puis le développement pour ne pas être noyés et puis aller vers l'indépendance et non pas vers la dépendance de plus en plus grande. Je crois que c'est ça l'échéance 92 pour... Je ne sais pas si j'ai répondu à la question, mais c'est... Maintenant, oui. Non, je veux dire, dans ce cadre-là, pour nous, je crois que monsieur a posé la question de la formation. Pour nous, la formation est un des volets importants dans cette question de développement. Bon, nous disons que la formation n'est pas seulement la formation au niveau... Bon, c'est surtout pas que la formation sur le plan administratif. Nous disons aussi que ce n'est pas que la formation de cadre supérieur. C'est la formation de cadre supérieur, mais pas que celle-là. Nous disons c'est la formation à tous les niveaux. Et je crois que dans ce plan de la formation, il nous faut mettre toutes nos forces. Et dans toutes ces forces, il faut que toutes les entreprises, toutes les collectivités soient partie prenante pour la formation. Je crois que ça, c'est un point important. Vous avez aujourd'hui, sur le plan du marché, par exemple, chez nous, c'est un peu comme en France, hein, mais bon, les gens qui viennent demander un emploi, si vous n'avez aucune qualification, vous pouvez retourner planter vos choux, et encore, si vous avez de la terre pour en planter. Alors, je crois que là aussi, il y a énormément à faire sur le plan de la formation. Bon, ce qui a été fait, il y a eu un certain nombre d'expériences, il y a un nombre de gens qui ont été envoyés en stage. Ce que nous demandons à partir, nous en avons parlé aux accords pendant ce comité de suivi, c'est que nous soyons partie prenante, non pas en bout de chaîne de décision, mais au départ de la décision. C'est-à-dire qu'il faut que les élus provinciaux, ce soit eux qui décident quelle formation avons-nous besoin et quels hommes devons-nous envoyer en formation pour quoi faire demain dans le pays. Je pense que c'est important. Sinon, on a consulté les élus,
Enfin, je dis ça parce que nous avons été consultés pour la promotion de Besançon, vous savez, c'est 25 stagiaires, parce qu'il fallait un peu de pub pour le gouvernement français qui mettait en place les accords de Matignon. Ça faisait bien, vous savez, parler de ça dans les médias et autres. Et puis après, le gouvernement, il s'est arrangé, il a fait sa sauce à lui tout seul. Nous avons été mis devant le fait accompli lorsque on nous faisait part des listes de gens qui allaient faire des stages de 2 ans, 3 ans. Bon, peut-être le point positif qu'il y a eu, c'est qu'ils ont quand même testé les gens à partir du CNAM, hein, c'est le CNAM qui a fait les tests des stagiaires avant de choisir les formations, mais sorti de là, nous ne sommes pas très d'accord avec ce qui a été choisi, un peu à l'encontre. On s'est basé sur la publicité plus que sur les besoins qu'on aura dans les provinces demain. Alors je crois que nous avons demandé à ce que l'on soit décideur, au moins au départ, dans les choix. Je crois que c'est important. Si nous voulons dire que demain l'indépendance pour nous, on veut la prendre en main, on veut la construire, il faut que nous soyons décideurs à ce niveau-là. Si c'est le gouvernement, on aura peut-être beaucoup de technocrates demain, mais on n'aura pas de gens, d'artisans sur le pays. Enfin, je voulais répondre à cette question qui va aussi dans le sens du bilan que nous aurons à faire en 92 sur ce développement, cette formation, cette prise en charge du pays par les gens eux-mêmes. Où en sommes-nous? Je crois que c'était un point important. Je voulais poser aussi une question dans le même sens à propos du développement économique. Le pari des accords de Matignon, c'est un rééquilibrage économique du territoire. Et le pari du FLNKS dans les accords de Matignon, c'est de profiter de ces rééquilibrages économiques pour bénéficier de formations et à terme pour construire une indépendance viable, comme le rappelait Jean-Marie Tjibaou. Alors, quels sont les axes du développement économique qui va se mettre en place nécessairement, d'une part à travers les provinces gérées par des élus FLNKS, et d'autre part aussi à travers les communes ou dirigées par des membres du FLNKS. Comment est-ce que vous voyez le projet économique global, qui est finalement un pari extrêmement difficile, puisque si on a bien compris ce qui se passe en ce moment en Nouvelle-Calédonie, d'une part, il y a une préparation des provinces à jouer leur rôle d'animateur économique. Il y a un relais qui est pris très largement par les communes qui appellent justement à jouer le jeu des accords de Matignon dans cette perspective d'une construction d'indépendance. Et puis de l'autre côté, on apprend que sur Nouméa, il y a de plus en plus de bateaux de construction et qu'il y a une flambée économique qui était déjà préparée par Ponce et qui se continue maintenant finalement dans un autre cadre politique sans doute, mais avec des effets non moins importants. Alors comment est-ce que vous voyez finalement cette compétition économique qui va s'orchestrer entre Nouméa et les provinces, et quels sont les axes directeurs de ce développement économique? Alors c'est peut-être une question prématurée, mais en même temps, c'est une question qui est importante pour le développement de la Calédonie, pour l'avenir de l'indépendance, et je dirais même, en anticipant sur les questions qui viendront après, pour l'organisation de la solidarité en France. Un nouveau centre urbain avec un port. Nous, on pensait créer un port, une zone franche, avec des industries, une raffinerie de pétrole, etc. Ça, c'est notre projet, et le gouvernement s'est engagé à financer la mise en place de ce projet dans le Nord pour créer l'équilibre, pour que les gens restent dans le Nord et ne viennent plus sur nos mers, pour qu'on puisse avoir aussi un port par lequel toute la marchandise va transiter sans passer par nos mers où se trouvent les transitaires, les commerçants par qui on est obligé de passer. Donc ça, c'est un des engagements du gouvernement. Nous allons donc, il y a un appel d'offres, un appel à candidature qui a été lancé pour la conception de ce port. Donc s'il y a des gens ici qui connaissent Sodetec, Bouygues, etc.,
ils sont candidats pour la conception de ce pont de Népouy. Nous avons eu il y a eu l'ouverture des plis et aujourd'hui nous avons retenu 11 candidats qui vont maintenant répondre à l'appel d'offres de conception de ce port, zone franc, etc., avec tout ce qu'on peut trouver. Ça, c'est la première chose que nous avons voulu mettre en place. Le dépouillement va avoir lieu au mois de novembre et d'ici là, on saura qui sera le concepteur qui va nous proposer ce qu'on va faire dans le port de Népouy. Ensuite, il y a un autre secteur qui nous paraissait important aussi, c'est les infrastructures de désenclavement de la province Nord. On parle de désenclavement, il y a les routes, il y a les aéroports, il y a les infrastructures portuaires, il y a le téléphone, il y a les médias. Donc là aussi, il y a des engagements du gouvernement de faire une transversale de la côte ouest à la côte est. Ça aussi, c'est notre demande. C'est sur notre demande. Parce que le gouvernement voulait faire... les gens, je ne vais pas vous détailler parce que je pense que vous ne connaissez pas tellement la Calédonie. Bon, pour ceux qui connaissent, c'est à Pointe-Dimier qu'on voulait installer à Taupré, la capitale de la province Nord. Nous avons demandé et nous voulons que ça soit connaît. Donc, on va faire une transversale qui va de la côte ouest à la côte est, à peu près à 1 heure de route, qui va permettre aux gens de la côte est de venir travailler, de retourner chez eux, qui va permettre aussi aux touristes qui vont arriver de pouvoir aller sur la côte est, parce que c'est plus joli, c'est plus touristique. Ça, c'est un engagement du gouvernement de faire cette transversale. Nous avons demandé de faire une étude sur un tunnel, peut-être que ça aurait été plus intéressant, parce que, bon, ça, c'est pas grave, ce sera une transversale. Je dis ça par rapport à l'intérêt qu'il y a de faire cette transversale par rapport à la communication entre la côte est et la côte ouest. Ensuite, il y a le boucle autour de la Calédonie. Le gouvernement s'est engagé aussi à terminer la boucle, goudronner les routes, terminer aussi le réseau électrique, le réseau téléphonique. Alors pour ceux qui sont entrepreneurs pour les routes, il y a des routes à faire, il y a pour des milliards de travaux à faire. Ensuite, il y a le secteur agricole. Le secteur agricole, pour le moment, c'est, pour nous, c'était de l'agriculture à la petite semaine. L'élevage, par exemple, la plupart des gens qui font de l'élevage en Calédonie, c'est un appoint par rapport à une fonction que l'on occupe, soit dans l'administration, soit dans la mine, etc. Ça n'a jamais été des professionnels avec des résultats à la fin de l'année qui se traduisent en termes de production. Quand on demande aux gens qu'est-ce que aujourd'hui où on est l'élevage, ils disent bon mais ça représente tant de milliers de têtes de bétail aujourd'hui par rapport à il y a 5 ans ou il y a 10 ans, ça se traduit toujours en milliers de têtes de bétail, ça ne se traduit jamais en termes de tant de kilos de viande par hectare par an en termes de production. Donc là aussi, nous avons envisagé, je dis pour la province Nord parce que moi je suis responsable de la province Nord, avec les services administratifs, nous avons dit qu'il faut absolument changer la manière de travailler et il faut qu'on parte maintenant, qu'on fasse des programmes, que ce soit en agriculture, que ce soit en matière de santé, que ce soit en matière d'infrastructure, il faut qu'on parte avec des programmes et que l'on mesure le résultat à chaque fois
suivant le calendrier que l'on a mis en place. Parce que jusqu'à présent, il n'y a jamais eu de programme de mise en place en Nouvelle-Calédonie. Quand il y a un change de statut, c'est un nouveau délégué du gouvernement qui arrive, c'est un nouveau technicien qui arrive, il fait sa petite sauce à lui, et quand il part, c'est un autre qui arrive, qui refait sa petite sauce. Et c'est pour ça que ça n'a jamais marché. Moi, je m'excuse s'il y a des techniciens ici qui ont déjà été en Calédonie. Donc, en matière de santé, nous avons dit que pour nous aussi, c'est important de changer la méthode de travail, parce que jusqu'à présent, on construit des hôpitaux, et puis le résultat par rapport au programme se traduit en termes d'emplois créés. Ce qui veut dire qu'à chaque fois qu'on crée un hôpital, on crée des emplois, et il faut fabriquer des malades pour rentabiliser l'hôpital. Alors pour nous, c'est terminé ces histoires-là. Aujourd'hui, on dit qu'il faut faire de la prévention. Il faut arrêter de fabriquer les malades. Mais il faut, moi je m'excuse de parler comme ça, mais c'est des choses qui se passent chez nous. Hein, Et on dit il faut s'occuper des gens chez eux. Il y a encore aujourd'hui des milliers de Kanaks qui vivent dans les tribus, dans des cases. Ils sont malades parce que l'eau est polluée, il n'est pas traité. Parce qu'il y a des gens où les déchets descendent dans les rivières et il y en a d'autres qui sont en contrebas, qui utilisent l'eau de la rivière. Tout ça, c'est là. Pour nous, il faut s'attacher à la prévention. Quand on fait un projet d'une porcherie ou d'un poulailler, le gouvernement dit bah, ok, on va faire du développement, on est prêt pour financer la porcherie ou le poulailler qui coûte 3 ou 4 millions CFP. Hein. Alors on fait une porcherie avec une jolie dalle, avec des robinets pour les porcs pour qu'ils puissent boire. Et on met des tôles, on fait une dalle, et puis à côté on a les Kanaks qui dorment sur des paillotes. À peine 6 ans et demi pour dormir. Alors pour nous, on dit, si le gouvernement ou si les caisses prêteuses sont capables de financer des porcheries, ils peuvent aussi financer des maisons pour que les Kanaks puissent avoir au moins une vie normale en vivant dans une maison pour ne pas être malade après, parce qu'il y a des choses qui ne sont pas faites en matière de prévention, en matière de santé. Donc, pour nous, il nous paraît important aujourd'hui de changer la méthode de travail qui s'est faite jusqu'à présent. En matière d'agriculture, en matière, vous savez qu'en Nouvelle-Calédonie, tout ce qui est produit laitier vient d'Australie. Pourtant, avec tout ce qu'on a comme pâturage en Nouvelle-Calédonie, il y a de quoi faire. On importe. D'Australie, on importe pour 1 milliard de francs CFP. Eux, ils pourront vous faire le calcul, là, c'est les matheux, là. 1 milliard CFP. On importe de produits laitiers, de jus de fruits, de jus de fruits, confitures, etc. 1 milliard CFP, importation d'Australie. En production laitière, c'est pareil, on a pour 1 milliard. En importation de bois, on a aussi pour à peu près la même somme. On produit pratiquement rien. On produit de la viande et en plus de ça, on est obligé d'importer aussi d'Australie et de Nouvelle-Zélande. Alors nous, aujourd'hui, la question, c'est de dire, il faut que les gens produisent. Pour d'abord subvenir aux besoins du pays. Et puis ensuite, bon, si on peut exporter, c'est bien. Mais que l'on produise déjà suffisamment pour pallier aux besoins par rapport à l'importation. Ensuite, il y a le nickel. Alors, si ça vous intéresse, le nickel, pour ceux qui veulent investir, en ce moment, c'est à 7 000 francs la tonne. Si vous faites un bateau de 40 000 tonnes, ça vous rapporte 280 millions CFP. Vous faites le calcul pour voir.
Alors, vous avez des gens comme Pentecôte, Lafleur, qui font 4 bateaux par mois. Alors, 4 fois 280 millions, vous faites tout le calcul. Mais nous, c'est pas nous les Kanaks qui faisons le fric avec le nickel, hein, c'est les autres. C'est Lafleur et les autres. Parce qu'ils ont des titres miniers, etc. Bon, nous aussi, nous allons discuter avec eux par rapport aux accords pour dire, bon ben, ok, c'est bien gentil de parler des accords. Jusqu'à maintenant, on a parlé de formation, on a parlé de rééquilibrage, mais il faudra bien qu'on discute du nickel aussi pour savoir comment on peut partager les bénéfices qui proviennent du nickel. Notre objectif, c'est de soutenir les accords de Matignon dans la perspective de l'indépendance, c'est-à-dire de soutenir la voie du FLNKS telle qu'il se l'est lui-même définie à travers cette stratégie qui avait été inaugurée l'année dernière par la poignée de main entre Jean-Marie Tjibaou et Jacques Lafleur. Donc cette solidarité, on a voulu en quelque sorte la cadrer en fonction de la façon dont le FLNKS concevait sa stratégie d'accès à l'indépendance. Un point, c'est tout. Alors, à partir de là, qu'est-ce qu'on voulait faire? On voulait élargir la solidarité et la rendre plus efficace. L'élargissement, je crois que cette première soirée avec des représentants du FLNKS est encourageante, cette première soirée de Kanaki Solidarité. Deuxièmement, l'efficacité, c'est là qu'on voudrait vous poser des questions. Comment articuler entre la métropole, entre Paris et la Nouvelle-Calédonie, entre Paris et la Kanaki, entre Paris et les projets du FLNKS, qui soient dans les provinces ou dans les communes, comment articuler un ensemble de... oui, et la France, les provinces françaises et les provinces kanak. Comment articuler une solidarité efficace? C'est-à-dire, ce qu'on aimerait, c'est pouvoir avoir des interlocuteurs là-bas qui nous fassent part des besoins auprès desquels on pourrait intervenir, sur lesquels on pourrait intervenir. Et en retour, on aimerait répondre aussi à des besoins en France. C'est-à-dire, comment voyez-vous la solidarité en France et comment voyez-vous le rôle, plus exactement, qu'on pourrait jouer. Et je crois que là, on est à un tournant, si vous voulez, dans l'histoire de la solidarité, sur laquelle je ne reviendrai pas. On est dans un tournant, bien évidemment, qui correspond au tournant qu'a pris le FLNKS en signant les accords de Matignon. Et ce qu'on voudrait, c'est ajuster notre action à celle que vous menez là-bas, bien entendu, toujours dans la perspective de l'indépendance, qui nous semble l'axe que nous devons garder, qui sera éventuellement notre axe critique vis-à-vis du gouvernement, si le gouvernement faisait obstacle à cet accès à l'indépendance qui, après tout, est contenu en germe ou comme principe, comme une des possibilités, une des potentialités des accords de Matignon. Par exemple. Je crois que la première des choses, c'est qu'il y ait une information qui circule. Je crois que le premier des constats que l'on fait, c'est que, bon, si on fait un tour de France, les gens nous posent toujours les mêmes questions parce qu'ils ne connaissent pas le pays. Ce qui est normal. Mais comment? Alors, le problème, c'est comment communiquer, comment faire passer cette information, que ce soit une information qui intéresse et les uns et les autres. Je crois que c'est peut-être par des petits moyens. Des petits moyens. Je ne sais pas, en discutant avec Patrice, on parlait d'un jeune qu'on a envoyé faire un stage ici. Un stage, je ne sais plus pour combien de temps, peut-être 6 mois. Bon, c'est un jeune qui arrive ici, il est complètement paumé. Et il n'y a pas que le stage qui est important pour lui. Il y a son insertion dans le milieu. Et je crois que c'est avant d'envoyer quelqu'un en stage, je ne sais pas, moi on envoie quelqu'un en stage à Montpellier par exemple, eh bien il faudrait que nous sachions sur qui l'aiguiller à Montpellier pour qu'au moins il rencontre des personnes, des gens. Et je crois que c'est de cette manière que vont se nouer un certain nombre de relations, et je pense des relations importantes. Je dis ça parce que ce sont des relations simples, qu'on est capable de mettre en œuvre,
et qui sont bénéfiques parce que humaines. Je crois que ça, c'est le point le plus important. Et je pense que c'est dans la mesure où ça se démultiplie que l'information va mieux passer. Je crois que ça, c'est quelque chose de... Bon, je sais qu'il en a parlé de jumelage. Hier encore, on a rencontré les socialistes et puis on a évoqué le Parti socialiste, évoqué la question de jumelage entre le Nord, la province Nord chez nous et puis la région Nord, Pas-de-Calais. Non, Pas-de-Calais. Et je sais que plusieurs fois on a parlé de jumelage entre des comités de lutte et puis un certain nombre de régions ici. Bon, je crois qu'à chaque fois ça a été le fiasco parce qu'il n'y a jamais eu vraiment de relations créées et puis suivies. Puis, il faut dire que chez nous aussi on n'aime pas beaucoup écrire. Et alors des fois c'est un handicap, hein, s'il n'y a pas la relation épistolaire. Mais, comment? Oui, non, mais non, mais il y a d'autres moyens que le téléphone. Je pense que une cassette, ça peut s'échanger sur des nouvelles, par exemple, ou sur des réalisations culturelles, ou des... Je pense que ce sont des exemples que je donne Mais comment mettre tout cela en œuvre? Encore une fois, je pose la question. Nous voyons qui est la représentation du FNLKS en France, pas simplement sur le terrain des échanges personnels ou économiques ou des demandes de solidarité telles que les évoquait Alban, mais aussi sur le terrain politique. Il y a là quelque chose que nous avons toujours, nous, vécu. Je crois pouvoir m'exprimer là au nom d'un certain nombre, parce que ces discussions, nous les avons eues souvent, comme un vide, parce que nous n'avons pas vocation à parler pour le compte du FNLKS et des Kanaks en général, et que nous ne savions pas trop toujours avec qui nous conversions. Tu connais bien le problème, je n'ignore rien sur ce terrain-là. Et je crois que ça reste un problème. Je n'ignore pas les difficultés matérielles que ça implique. Je n'ignore pas les difficultés d'hommes aussi que cela implique. Mais je me souviens, comme d'une période bénie, je ne fais pas de fixation personnelle, je donne cet exemple parce que ça a fonctionné à ce moment-là, les 3 mois où Octave Tonia était là au moment des événements de 84, où la relation politique était directe, où tout se passait bien, où tout était clair et où tout pouvait fonctionner à partir du moment où quelqu'un avait une autorité pour parler au nom du FNLKS, notamment sur le plan politique en métropole. C'est vrai que ce qu'a posé comme question Alban relève de gestes de solidarité et d'une politique de solidarité qui est tout aussi importante. Pour moi, ce n'est pas alternatif, ce n'est pas l'un ou l'autre. Mais c'est vrai aussi que la bataille n'est pas finie, Léo le rappelait tout à l'heure, vous avez signé les accords de Matignon en vue de l'indépendance à 98, et je crois qu'en lisant le livre de Rolla, je me rappelais de cette phrase que le FLN algérien disait à Jean-Marie Tchibaou: les Français n'ont pas de parole et ne comprennent que le rapport de force, du moins au niveau des gouvernements. Donc c'est pas vraiment en faire preuve de Cassandre en vous disant qu'il y aura probablement encore des luttes et des combats, et que le terrain politique sur ce terrain-là, sur ce point-là, il existe aussi. Alors voilà, bon, c'est une vieille interrogation, j'en méconnais pas les difficultés, mais je crois pouvoir dire, et encore une fois pas tout seul, que nous ressentons sur ce terrain-là un vide, que la venue des délégations, ces rencontres, etc., comble en partie, mais ne permet pas de combler totalement tout au long des 365 jours qui forment une année. Je prends un exemple. Après la mort de Jean-Marie, même avant sa mort, il nous a fallu assumer les relations extérieures. Aller à Tarawa, hein, pour le Forum du Pacifique. Aller à Harare, et puis après pour les pays tonaliers, à Harare, et puis à Belgrade. On y a envoyé Rocco à mi-temps. Enfin, je le dis ici parce que c'est l'UC qui a payé tous les voyages. On n'a pas de fonds. C'est nos militants qui ont payé tous ces voyages. Et on s'est posé la question d'un permanent à New York, parce qu'on en a besoin.
d'un permanent à Paris, d'un permanent en Australie. En Australie, on en a un, parce que ce sont les ONG australiennes qui payent le budget de fonctionnement de notre permanent. Et je sais que c'est pas facile de... Même nous, quand on arrive à Roissy, on se sent coupé du pays. Et pourtant, on en débarque sans couper. Et le gars qu'on mettrait comme permanent ici, il est vite coupé du pays. Je crois que le problème, il est là. Et c'est un problème fondamental. Ça fait pas une semaine que moi j'ai quitté le pays. Bon, j'ai téléphoné ce matin au pays, mais je sens que je suis à Paris. Je m'y trouve bien à Paris. Mais je sens déjà la coupure. Alors prenez le gars qui est permanent ici. C'est le problème de tous nos jeunes, tous nos étudiants aussi ici. Ils sont complètement coupés de la réalité. Et je crois que c'est un problème réel, indépendamment des hommes qu'on peut choisir, qu'ils soient compétents. Alors, je crois, c'est vrai que le téléphone coûte cher, les fax, ça coûte cher, et que établir des relations. Alors peut-être, je sais pas, c'est peut-être un exemple concret de... On n'a peut-être pas besoin de sous, mais là, on en a besoin. Enfin, je sais pas, je pose la question. Si j'entends bien ta remarque par rapport à ce que font les camarades australiens pour aider, je crois que c'est Jacques Boingui à Sydney, oui. L'appel du pied est net, c'est-à-dire qu'il faudrait contribuer, mais c'est une très bonne idée, ça peut être mobilisateur, ça, contribuer d'une manière ou d'une autre à l'installation de relais des indépendantistes calédoniens à Paris, ou du moins en France. Alban, oui, pardon. Avant de continuer dans vos questions, moi je vais citer par exemple l'année dernière, lorsque nous sommes venus pour les accords de Médétom, nous nous sommes trouvés dans un hôtel pas loin de Saint-Lazare. On a demandé pendant 2 jours, et le président Léopold était là, d'avoir une machine à écrire, et des crayons et des papiers. Pendant 2 jours, nous avons attendu. Et il a fallu aller s'adresser à un syndicat pour nous prêter une machine à écrire potable et puis un ordinateur. Bon, je pense que ça, c'est une forme de solidarité à laquelle nous adressons à vous, pour vous dire ces moyens que l'on peut trouver ici mis à la délégation ou à la disposition des délégations qui viennent, sera toujours la bienvenue. Et nous sommes très souvent confrontés à ce genre de problème. Bien sûr, ce n'est qu'un exemple. Mais un problème comme celui-là, il est très facile à résoudre. Avec des personnes qui pourraient venir sur place, aider à la mise en place de ces projets. Et puis la troisième chose dont on n'a peut-être pas assez parlé, mais que François évoquait tout à fait au début de ses réponses sur la solidarité, c'est la question de l'information. Il est évident que, je crois qu'il y a un double problème. D'ailleurs, tu l'as dit dans ta phrase, il y a une information à la fois ici, en France, évidente, c'est-à-dire essayer de mieux faire connaître à la Nouvelle-Calédonie, mieux faire connaître ses problèmes. Comme l'a rappelé Michel Pulgana tout à l'heure, il est évident qu'il faut préparer l'avenir, qu'il faut préparer ces années. Pour l'instant, on est dans un cadre. Combien de temps ça va durer, on n'en sait rien. Un jour ou l'autre, on sera peut-être dans un autre cadre, et à ce moment-là, il y aura un nouvel appel des médias à la connaissance de la Nouvelle-Calédonie, et peut-être même un nouvel appel au peuple français pour qu'il se détermine sur la question calédonienne. Donc il y a un travail d'information en France énorme à faire, et pour ça, il faut se doter de moyens. Et puis il y a aussi un travail d'information, je crois, en Nouvelle-Calédonie. Ce qui fera beaucoup d'amis qui vont là-bas en Nouvelle-Calédonie, qui circulent un petit peu sur le territoire, c'est que finalement, en France, pour ceux qui sont abonnés aux dépêches de l'AKP, ils sont mieux informés de ce qui se passe en Nouvelle-Calédonie que les camarades Kanaks qui sont en brousse et qui souvent ne sont pas abonnés, je pense, aux dépêches de l'AKP et qui ne peuvent pas capter Radio Jido. C'est-à-dire qu'on se trouve dans une situation à être mieux informé en France sur ce qui se passe en Nouvelle-Calédonie que certains Calédoniens. Et d'autre part, les gens en Nouvelle-Calédonie, bon, ils ont les nouvelles calédoniennes quand ils peuvent, et ils souffrent énormément d'un manque d'informations pluralistes. Et on s'est demandé si on n'aurait pas un rôle à jouer dans ce sens-là, c'est-à-dire aussi envoyer, d'une certaine façon ça paraît paradoxal, mais envoyer de l'information aussi bien sur la Nouvelle-Calédonie et sur la France en Nouvelle-Calédonie pour
essayer de montrer d'une part qu'il y a une solidarité, mais au-delà de faire comprendre aussi ce qui se passe en France, tous les enjeux, tous les débats autour de la Nouvelle-Calédonie, mais aussi autour de la question des dom-tom, ou même autour de l'Europe, autour de problèmes de politique générale. En attendant, et ça c'était une question que je voulais poser, en attendant qu'un nouvel organe de presse apparaisse en Nouvelle-Calédonie, on se souvient de l'épisode du Journal Bleu, qui finalement avait très bien démarré, et puis s'est cassé la figure parce que justement les financiers locaux n'ont pas voulu y faire de publicité. Est-ce qu'il y a un projet de relance de l'information en Nouvelle-Calédonie? Bon, bien sûr, il y a des progrès importants qui ont été accomplis par Radio Djido et par l'AKP, mais au niveau d'un journal, d'un quotidien de grande diffusion ou d'un hebdomadaire, est-ce qu'il y a quelque chose en préparation? Il y a beaucoup de Kanaks et de Calédoniens apprentis journalistes actuellement en France. Quand ils vont rentrer, qu'est-ce qu'ils vont faire et est-ce qu'ils ne vont pas essayer justement de monter un organe de presse qui ferait contrepoids en quelque sorte aux Nouvelles-Calédoniennes? Ça serait un exploit, je vois M. Bessé, je ne sais pas si... Je le cherchais là-bas. Il est là. Pas qu'il se cache. Ça serait un exploit. Tout à l'heure, quelqu'un a évoqué la question du nickel. Le jour où on sera patron en matière d'exploitation du nickel, je crois qu'on aura renversé la vapeur. Et en matière de presse, je dirais que c'est un peu la même chose. Ça veut dire le jour où on aura, bien que ce soit, disons, relativement plus facile, mais je veux dire, ce jour-là, on aura gagné l'opinion. Mais ce que je voudrais ajouter, c'est que nous, à New York, pour nous informer de tous les événements de l'ONU, on se sert de l'ambassade du Vanuatu. Et l'ambassade du Vanuatu, c'est un Américain noir qui est à l'ONU, ambassadeur du Vanuatu. Et on se sert de lui. Alors, ce que je voudrais dire, c'est peut-être qu'à Paris, on pourrait trouver aussi un ambassadeur qui ne soit pas forcément un Kanak. En tous les cas, on vous remercie beaucoup de nous avoir aidé à mieux comprendre ce qui se passe actuellement en Nouvelle-Calédonie. Merci beaucoup à tout le monde d'être venu. On va boire un petit pot ensemble pour fêter cette première réunion entre le FLNKS et Kanalki Solidarité. Je crois que la tâche qui nous attend est lourde, puisque ce qui nous est demandé expressément, c'est pas seulement des bonnes volontés, c'est pas seulement des discours, la prise de position politique de Kanalki Solidarité est claire et tout le monde étant ici d'accord là-dessus. Le problème, c'est de trouver des moyens d'être véritablement efficaces pour les années à venir. Et je crois que notre solidarité, elle ne sera vraiment efficace que si elle se donne des moyens financiers, que si on est relativement nombreux, que si on travaille ensemble à une diffusion de l'information sur ce qui se passe en Nouvelle-Calédonie et qu'on se fait le relais de ce pari extrêmement compliqué dont on ne connaît pas l'issue, un pari extrêmement difficile que le FNKS essaye de tenir en jouant la carte des accords de Matignon. Alors je crois que la tâche est très importante. Je crois qu'on a vraiment dépassé le cadre, disons, d'une solidarité verbale, affective ou pleine de bonne volonté, qu'il faut vraiment trouver les moyens de structurer la solidarité pour qu'en France, plus personne ne puisse dire qu'il ne connaît pas les problèmes qui surgissent en Nouvelle-Calédonie, plus personne ne puisse ne pas se sentir concerné par ce qui se passe en ce moment ou par ce qui risque de se passer ensuite. Et d'autre part, pour que le FLNKS trouve en France un appui réel, c'est-à-dire une structure relais auprès de laquelle il puisse faire connaître ses besoins et qu'il puisse justement faire avancer la question de l'indépendance en France même. Donc je crois que là, on a une tâche immense. Peut-être qu'elle est d'une certaine façon clarifiée par le cadre des accords de Matignon actuellement. Profitons-en pour structurer les choses. Profitons-en éventuellement pour trouver des bailleurs de fonds. Il faut absolument des moyens. C'est fini l'époque des
des cotisations militantes, quoiqu'elles soient toujours bienvenues, mais je veux dire, ça ne suffira pas à organiser ce qu'il nous est proposé d'organiser, ce que nos amis du FLNKS nous ont proposé d'organiser ce soir. Voilà, je vous remercie beaucoup d'être venus nombreux, et de toute façon, on continue à essayer de structurer ce mouvement Kanaki Solidarité qui veut regrouper autour de cet axe qui est le soutien aux accords de Matignon dans la perspective de l'indépendance. Alors, on doit, pour le structurer davantage, puisqu'actuellement il n'existe même pas comme association à proprement parler, pour le structurer davantage, on a décidé de se retrouver, donc nous décentralisons, tout ne se passera pas à Paris, de se retrouver à Lyon le 9 et le 10 décembre pour jeter les bases de ce mouvement, qui se donne les moyens, se dote des moyens dont il a besoin. Donc on va vous informer par courrier de cette réunion sur 2 jours, qui sera non seulement consacrée à la construction du mouvement, à l'élaboration de ces structures, mais qui devrait aussi être consacrée à une initiative intéressante qui apparaît ça et là au sein de membres de Kanaki Solidarité ou de gens qui veulent y travailler, qui serait une initiative, et elle est présente devant moi, une initiative cinématographique. C'est-à-dire qu'on voudrait, pour populariser non seulement la lutte du peuple kanak, ce qui est un peu une phrase toute faite qui me vient dans la bouche par habitude, si vous voulez, c'est vrai qu'elle existe, la lutte du peuple kanak, mais pour populariser, faire connaître les problèmes de la Nouvelle-Calédonie pour que les gens puissent se déterminer à partir d'une connaissance précise. Vous savez que depuis 5 ans, pratiquement, que la Nouvelle-Calédonie a éclaté sur la scène internationale, on n'a presque rien eu à la télévision, par exemple, ou dans les salles de cinéma, qui permettent de véritablement comprendre ce qui s'y passe. Donc, une initiative cinématographique dont on devrait faire les premiers essais le 9 et le 10 décembre, qui consiste à rassembler tous les documents audiovisuels sur la Nouvelle-Calédonie, à les sélectionner et éventuellement à monter un ciné-club tournant qui irait de la province à Paris, de Paris à la province et dans toute la France et peut-être à l'étranger, un ciné-club tournant composé d'un certain nombre de films, soit de films anciens, soit de films actuels, sur tous les aspects de la vie actuelle en Nouvelle-Calédonie, pour favoriser une prise de conscience et un débat. Et là aussi, il y a des besoins importants sur le plan financier, mais aussi des besoins importants sur le plan, disons, du militantisme et de l'organisation de cette initiative. Donc le 9 et le 10 décembre, on doit se retrouver pour projeter un certain nombre de films qu'on essaye de rassembler. Il y en a plus qu'on ne croit sur la Nouvelle-Calédonie. Et deuxièmement, bien entendu, pour structurer ce mouvement et lui donner l'importance absolument nécessaire dont les Kanaks et le mouvement indépendantiste calédonien dans son ensemble a besoin. C'est très bref pour vous dire d'abord merci au nom du président Léopold, de l'UCEP, président François, pour nous avoir permis, et plus particulièrement au FLNKS, d'avoir cette première rencontre avec vous. De vous dire également combien nous sommes touchés, et vous dire aussi que vous preniez à cœur nos problèmes. Tout à l'heure, le président François et Léopold nous ont tracé un peu en long et en large les difficultés, les plus grandes difficultés que nous avons à rencontrer. Et moi, je vous dis que c'est pas toujours facile d'arriver à trouver des solutions, mais nous sommes ici présents pour vous dire merci d'avoir déjà compris que nous sommes un peuple qui luttons et que notre lutte s'organise, parce que vous êtes là aussi pour organiser les initiatives du peuple français, nous en croyons. Et tous les moyens que vous nous mettrez à notre disposition, même si petits sont-ils, seront toujours les bienvenus. Au nom du peuple kanak, au nom de la délégation qui n'est pas complète, et nous nous en excusons, nous qui sommes présents. Nous pensons que votre effort ne s'arrête pas là, et comme dit notre ami Alban, j'espère que beaucoup de choses vont se faire encore, et nous vous en remercions d'avance. Et nous vous disons aussi que pour nous, ce qui compte,
c'est ce que vous nous apportez pour soutenir notre lutte, parce que quel que soit le temps, les moyens que nous sommes donnés et qu'on va se donner encore, pour nous 98, peut-être avant, mais pas au-delà de 98, c'est l'indépendance. Et l'indépendance aussi suppose beaucoup d'efforts de votre part pour nous aider. Merci.